Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à aborder, que ça soit d'un point de vue de la Wicca elle-même, mais historique, les conséquences, les causes. Donc il y a beaucoup de choses. Ça va être très 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 long, et c'est pour ça qu'on va baser sur, je crois, 4 épisodes, on avait dit, hein, c'est ça, avec le premier épisode, celui de ce soir, sur la Wicca en Angleterre, la deuxième avec la Wicca aux États-Unis, la troisième, les ramifications et l'évolution de celle-ci, et le quatrième épisode sera sur l'éclectisme, la sorcellerie éclectique, solitaire, et les nouveaux mouvements TikTok Witchcraft, etc., etc. Donc Tout on va essayer. l'héritage, finalement. Exactement, c'est clairement un héritage. Du grand public. Donc là, pour le moment, dans la soirée qui vient, je serai le Joker Wiccan traditionnaliste parce que je suis 3e degré en Wicca traditionnel. Je ne suis pas le seul. Voilà, pour ce soir. Là, le grand truc, est-ce que je le dis ou pas? Je ferme ma gueule. Et ensuite... Et ensuite, voilà, on parlera de tout ça et on va développer en fait vraiment la partie historique, mais aussi la partie finalement humaine autour de la Wicca, et on espère potentiellement vous faire découvrir de nouvelles choses. Ouais. En vrai, franchement, étant quelqu'un, tu vois, qui pratique en solitaire et qui est plus dans la branche oudou, je suis là, waouh. Mais c'est vrai que c'est vraiment la grande question, c'est... Enfin, moi, je pense que la première, si on devrait commencer l'émission, ça serait comment définir la Wicca. Et je pense que ça serait finalement la grande question à travers tous ces épisodes. C'est si on fait un truc académique, la problématique serait définir la Wicca. C'est en gros définir la Wicca. C'est qu'est-ce que la Wicca finalement, à travers ses racines, ses descendants et son héritage, qu'est-ce qu'elle est devenue, et donc voilà. Donc on va vraiment essayer de développer ça. Et pour commencer, c'est différent d'autres pratiques néo-païennes sorcières. Exactement. Et on va voir aussi, surtout, ce qui est très important, c'est que la Wicca n'est pas la seule tradition sorcière qui existe. Il y en a plein d'autres. Oui, exactement. Et ça, c'est important. Elles ont moins été publiques, médiatisées, etc., finalement. C'est ça. C'est ça. Et pourtant, ils étaient, dès le départ, contemporaines de Gardner. Hein. C'est vraiment c'est ça qui est rigolo, parce qu'elle continue, il y a des descendants, il y a des traditions qui continuent, et pourtant ils sont moins connus. Donc voilà. Et donc on va ce soir voir ce grand cycle avec le commencement. Le commencement qui démarre en Angleterre. Donc on a déjà plusieurs fois parlé de ça, donc il y a les grandes lignes à comprendre et à connaître. C'est le contexte. Il faut comprendre que l'Angleterre de la Wicca, à l'origine, c'est une Angleterre de guerre. C'est vraiment le mouvement, ce qu'on pourrait associer à la Wicca, est vraiment né de petits groupes de bourgeoisie anglaise qui se sont réunis pour pratiquer de l'ésotérisme en général. Et Gardner, de base, descend finalement de ces groupes-là. Donc, les amis, est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de Gardner, puisqu'on en a énormément parlé? Alors, par rapport à quoi exactement? Le personnage, hein. Le personnage, tout simplement. On commence par l'homme et après par la légende. Alors, juste qu'il avait été... Enfin, il avait dit qu'il avait été initié par un coven de sorcières. Oui, en effet, ouais. C'est le New Forest, c'est ça? Mais ça, c'est la légende. Après, on peut partir de la légende aussi. Alors, on peut partir par la légende. Allez, on commence. Alors oui, en effet, ce qui est important à comprendre, c'est... Là, t'as intérêt à assurer derrière. Non, mais il est important de comprendre, c'est juste l'origine, le côté humain de Gerald Gardner. Gerald Gardner, c'est un enfant né dans une bourgeoisie anglaise, et c'est un enfant qui a une santé fragile, très jeune. Donc très jeune, donc il faisait de l'asthme, etc., etc. Donc très jeune, ses parents étaient bon, on va sauter un petit peu la partie parents et psychanalyse de Freud, mais en somme, il a été plutôt élevé par sa nanny, qui a vraiment pris soin de lui. Quand il a été adulte, il a commencé à travailler dans les colonies anglaises, donc l'Inde, où il a beaucoup travaillé là-bas. Puis il est revenu dans sa vieillesse en Angleterre.
Et c'est à partir de là, de son retour en Angleterre, vers les années 50, non, avant la guerre, pardon, avant 45, donc les années 40, qu'il a commencé à s'intéresser à l'ésotérisme et à découvrir finalement, enfin s'intéresser avant, mais là plus en profondeur, et à découvrir finalement les groupes magiciens, sorciers, etc., etc. Et en fait, Gerald Garner, avant d'être initié à la Wicca, il a fait partie de plusieurs loges. Il a été en premier temps membre de la Golden Dawn. Bon, après c'était un peu la mode où il fallait tout le monde être de la Golden Dawn. Voilà, c'était le truc un peu voilà, carte de membre. C'était la franc-maçonnerie de l'époque. Donc il était membre de la Golden Dawn, de l'OTO. Il a aussi pratiqué la théosophie. Il a aussi, en tout cas, il y a certains textes qui sous-entend qu'il a fait partie aussi d'un petit groupe de spirites, mais pas longtemps, parce que ça ne matche pas avec ses croyances. Il a côtoyé cet environnement-là. Et c'est un environnement culturel qui est nourri essentiellement par le colonialisme anglais. Les Anglais ont envahi l'Inde, ils ont envahi l'Australie, ils ont envahi plein de pays. Et en faisant ça, ils ont commencé à s'intéresser, en tout cas la bourgeoisie, aux cultures et croyances locales. Et donc, ils ont importé ça et ils ont fait une boulga. Voilà, on connaît la théosophie, comment c'est. Mais donc voilà, ils ont créé ce qu'on finalement on appelle le New Age maintenant, avec ces loges et ces choses comme ça. Ce qui est assez intéressant, je trouve, personnellement, c'est le fait que c'est très multiculturel et très éclectique, comme on dit modernement en parlant de certaines sorcelleries. C'est un environnement très éclectique. Et tous ont été inspirés par Murray, Fraser, Margaret Murray, je crois qu'on en a déjà parlé plus d'une fois. Ouais. Leland aussi. Fraser, Leland. Oui. Voilà, c'est des gens qui ont vraiment nourri cet environnement-là depuis le milieu du 19e siècle. Donc, Mais ce qui peut aussi expliquer finalement ce syncrétisme qu'on retrouve aussi dans la Wicca. Totalement. La Wicca elle-même, en tout cas celle de Garner, est née dans cet environnement, et le groupe de Garner est né de cette, j'allais dire, de cette nourriture-là. Voilà, c'est leur culture. Malgré tout, ça reste une culture. Et donc voilà, donc Gerald Garner revient d'Inde et se retrouve dans cet environnement-là culturel. Et en 51, en tout cas, les dates sont pas très sûres, enfin c'est un peu compliqué. En tout cas, entre la Deuxième Guerre et 51, c'est là où il a commencé à côtoyer des membres. Donc les dates parleraient à partir de 39 jusqu'à 51, donc où il aurait côtoyé des groupes ésotériques, plusieurs groupes ésotériques, dont comment il s'appelle, dont le fameux théâtre, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que j'en avais déjà parlé, du fameux théâtre rosicrucien qui s'appelait le Fellowship of Crotona. Voilà, je l'ai dit avec l'accent. Le fameux théâtre rosicrucien où Gerald Garner est passé à côté, il se dit « Ah ben tiens, ça m'intéresse » et il est rentré. Et donc, c'est là qu'il a rencontré des membres de ce théâtre qui lui ont dit en fait, nous sommes des vraies sorcières, nous avons notre propre groupe, on vient dans ce théâtre en fait juste pour choper des membres. Est-ce que ça vous intéresse, quoi? Mais en tout cas, voilà, c'est des cercles ésotériques. Et en fait, ce groupe-là ont abordé Gerald Garner parce que, en fait, il s'appelait Garner et Garner, c'était le nom d'une sorcière qui a été accusée de sorcellerie en Angleterre, et c'était pour eux un signe. C'était pour eux un signe, puisque dans leur croyance, sorcière un jour, sorcière toujours. Donc ça veut dire que si une personne était une sorcière, soit toute sa descendance est une sorcière, soit son nom se répétera à travers les âges, et si une personne porte le même nom ou descend de cette personne-là, en fait, elle
elle a le pouvoir. Et donc, elle doit être initiée. Elle doit faire partie de cette initiation, puisque ça fait partie même des règles eschatologiques, je dirais même, de la Wicca au sujet de la vie après la mort. Donc, ça, c'est assez intéressant, je trouve. Et donc, c'est en 39, selon Gardner, qu'il aurait rencontré une dame qui s'appelle, qu'il appelle la Old Dorothy. Donc, c'est une Dorothy Clutterbuck. Et surtout, celle qui sera sa praticienne, sa partenaire magique dans ce cercle, Dafo. Celle son nom sorcière était Dafo. Donc voilà, c'est Edith Woodford Grimm. Donc voilà, et c'est à partir de là qu'il a intégré ce qu'on appelle nous maintenant un coven, qui était au New Forest, qui était une région d'Angleterre. Et c'est là qu'a démarré ce qu'on appelle actuellement le nom de New Forest Coven. Ah, le fameux Forest Coven. Je n'ai pas lu encore le bouquin qui était sorti. Moi non plus, je ne l'ai pas encore lu. C'est vraiment un livre que je vous recommande si vous lisez l'anglais, les amis. Ça s'appelle In Search of the New Forest Coven. J'essaye de le dire très lentement. De Philip Heselton. Et c'est un livre qui est en anglais. Il est abordable l'anglais, c'est pas trop compliqué. Et en fait, c'est toute une enquête pour prouver par A plus B que le New Forest a existé, que Edith a existé, que Dafo a existé, parce que ça a été un doute pendant des années, en disant oui, mais en fait, c'est du bullshit, Garner a menti. Et en fait, Doreen Valiente a prouvé sur l'existence de Dafo. Mais elle a prouvé comme quoi, oui, on a trouvé une Dafo du même nom, Dorothy Clutterbuck, au même endroit, même ville, dans la rue, la maison que Garner parle. Sauf que c'est une grenouille de bénitier, donc c'est pas possible que ça soit une sorcière. Oula. Voilà. Voilà. Sauf que en fait non, il s'avère que c'était une vraie sorcière. En tout cas, le livre. D'ailleurs, c'est hyper. Moi, je me permets juste de te. Vas-y. Petite minute. Mais c'est hyper intéressant parce qu'il faut savoir que jusqu'en 1950-51, l'Angleterre avait encore des lois britanniques. Les lois britanniques étaient encore contre la sorcellerie. Donc, carrément, jusque dans les constitutions, dans les lois, c'était punissable de prison, en fait, de pratiquer la sorcellerie, etc. Et c'est pour ça qu'on commence, je pense, dans ces eaux-là, qu'on commence à avoir les premiers écrits de Gardner à ce moment-là, justement parce que il peut publier à ce moment-là. Donc à l'époque, oui, on se cachait, donc les gens allaient dans les églises, les gens étaient bons croyants entre guillemets, mais ces élites-là, quand elles pratiquaient vraiment, mais à couvert, parce que ils risquaient d'aller quand même en prison. Donc, exactement. C'est hyper intéressant du coup le bail de c'était une grenouille de bénitier, donc elle pouvait apparaître, mais bien sûr que si. On va là-bas pour faire bénir les objets. C'est un petit peu la blague. C'est un petit peu la blague. John Island, donc mon initiateur qui est de Louisiane, quand il me parle de ça, il dit les Anglais pensaient que c'était pas une sorcière parce qu'elle était à l'église, et il dit heureusement ça se voit qu'ils sont pas louisianais, genre en mode en fait. Ça. Et oui, en effet, comme tu disais, en 1951, c'est là où il y a eu la fin du Witchcraft Act. Je crois que c'est ça, c'est le nom du nom. Witchcraft Act, c'est ça, oui. C'était une loi qui interdisait toute forme de sorcellerie, de voyance ou autre. C'était dans la loi, en gros, si vous avez pignon sur rue, voyante extralucide, bam, on pouvait vous faire arrêter. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été énormément utilisé pour arrêter les gens. Espionnage, allez, sorcière. On sait pourquoi ça a été si tardif, justement, que c'était abrogé. Enfin, je sais pas c'est comme les pantalons et les femmes, ça s'est abrogé dans les années 2000. Ça, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était des lois en fait qui appartenaient littéralement. Tu vois, 16e, 17e siècle. C'est les vieilles lois qui passaient la trappe, quoi. C'est ça, c'est en fait, je pense en remodernisant, on va dire, je pense que c'est ça, mais ouais, les machins, ils ont été codifiés sous Jacques Ier, quoi. T'es là, le truc qui date de Mathusalem, forcément, ils se sont dit, on a peut-être autre chose à faire que en fait, de mettre une petite dame qui met du thé dans sa tasse en prison, quoi. Exactement. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient littéralement en prison pour ça. Alors en vrai, elles avaient rien fait, et comme disait Ben, c'est très juste.
bah tu pouvais faire tomber quelqu'un comme ça, quoi. Tu voulais son commerce. Vous savez, elle a fait elle m'a lu les cartes alors qu'en fait, elle a juste ouvert un livre. Tu vois, genre. Voilà. Je pense que ça doit être ça. Après, il faudrait peut-être faire des recherches plus approfondies, mais ouais, il y avait une volonté aussi de se débarrasser de ces vieilles superstitions, justement. Et voilà. Parce que c'est vrai qu'en France, je suis en train de vérifier, ça a été décriminalisé en XVIIe siècle, quoi. Donc on n'est pas du tout sur la même période. Surtout qu'en plus, au Witchcraft Act, il y en a eu 2, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, il y en a eu 2. Alors vraiment, là, c'est de l'extrapolation, il faudra vérifier. Mais il me semble que celui-là, le dernier, il était lié à une autre loi. Et en gros, si tu annulais celui-là, tu annulais l'autre loi. Et en gros, ils ont dû faire une loi pour séparer les 2 lois. Enfin, une connerie de ce genre qui fait que ça a tenu, quoi. Sachant qu'entre temps, la sorcellerie, c'est bon, on va pas accuser des gens de sorcellerie, ça sert à rien. Donc la loi devient obsolète, on ne l'applique pas. Sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été la loi utilisée un petit peu à la va-vite pour prolonger certains trucs, pour arrêter certains autres. Genre, il y avait une médium, alors je me rappelle plus son nom, qui dans les journaux, elle disait machin, les Anglais vont faire ça, et en gros, elle révélait les plans tactiques des Anglais en pleine guerre. Et elle s'est pas arrêtée avec le Witchcraft Act parce que ils ont pas pu prouver que c'était une espionne, donc vu que c'était une médium, on va l'accuser de sorcellerie. Mais voilà, donc ouais, c'est vrai que c'est ce Witchcraft Act qui abrogé en 51 qui a permis une popularité de la sorcellerie, puisque quand il y a eu cette abrogation, il y a eu pas mal de groupes qui se sont libérés, on va dire, et ont parlé. Et un des groupes, c'est une des personnes plutôt qui est assez connue, c'est Gérald Garner. Et oui. Et c'est ça le truc. Et ce qui est intéressant, en tout cas, parce qu'on New Forest, on en parle souvent, hein, mais dans New Forest, il y avait un deuxième coven. Il y avait littéralement 2 groupes de sorcières à New Forest. Et un des groupes a été dirigé par une femme, donc on ne connaît pas trop. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas trop. Mais qui a initié une personne qui est très connue, c'est Sybil Leek. Ok. Donc Sybil Leek, c'est une sorcière hyper connue. Il y a la photo d'elle avec un corbeau sur la tête. Je l'adore cette meuf. Franchement, bref, Sybil Leek, c'est ma witch queen pour moi. C'était une voyante extra lucide. Elle jouait vraiment sur l'image de la sorcière. Elle s'en battait les couilles des gens. Elle s'en battait les couilles de la politique. c'est vraiment un des personnes. Pour moi, c'est un personnage à elle seule. Et en fait, elle a toujours réclamé être initiée à la sorcellerie. Et une de ses initiations qu'elle a reçues, c'est dans le sud de la France. Elle expliquait que lors d'un voyage, elle est allée dans le sud de la France, donc elle n'a pas su vraiment repérer le truc. Elle dit c'est la gorge du loup, machin du loup, enfin il y avait le mot loup. Et elle aurait eu une initiation là-bas. Elle serait revenue en Angleterre et elle aurait reçu d'autres initiations et de fil en aiguille, un coven s'est fondé à New Forest. Coven, ça on a une preuve que ce coven a existé aussi. Donc ce qui est hyper intéressant sur ça. Et tout le monde l'a traité de folle, de mytho, même dans le craft. On dit non mais c'est une mytho cette meuf. Elle descend dans le sud de la France, elle sait même pas repérer la ville, etc., etc. Et en fait, à cette époque, les bourgeois anglais, ils allaient souvent dans la French Riviera. Voilà, Nice, j'allais te dire. Je crois que j'avais déjà parlé avec Sarah une fois. Exactement. Et donc, la supposition serait Nice, puisqu'il y a une partie près de Nice, il y a un endroit qui s'appelle le machin des loups, le gorge des loups, je sais plus quoi le nom exact. Et en fait, ça aurait du sens. Et un point important qui aurait pour moi du sens, c'est que le coven de Sybil Leek utilisait des masques. Les sorcières utilisaient les masques. En Angleterre, aucun groupe sorcière à cette époque utilisait des masques systématiquement. Là, c'était une obligation. Genre, ça faisait partie de la tradition. Et la région du sud de la France, toute la région comprise, le masque et la sorcière est très lié, à tel point que le mot sorcière en provençal ou en Occitanie, ou en langue du sud,
le mot masque et le mot sorcière, c'est la même chose. Masca ou masco. Et donc ça, c'était un truc, quand j'ai appris sibyllique, machin, et le coup des masques, j'ai fait, en fait, c'est vrai, quoi. Enfin, à un moment donné, et je suis du sud de la France, il y a 2-3 petits trucs que j'ai vus, ça me dit quelque chose, parce que ma grand-mère sorcière, c'est pas vraiment ma grand-mère de sang, celle-là, mais ce que j'appelle ma grand-mère sorcière, elle-même a aussi parlé du fait qu'elle, pendant les années, donc 50-60, enfin, plutôt les années 60-50, son retour du Maroc, elle a participé à un groupe de sorcières qui était pas loin de Nice, et elle expliquait, une fois par mois, elle faisait le voyage. Et donc le groupe de sorcières près de Nice, et elle me parlait un petit peu de ce qu'elle pratiquait. C'était très vague parce qu'elle est restée pas longtemps, il me semble 2-3 ans, mais et d'un seul coup, elle m'a expliqué des trucs, des pratiques, des machins. Et quand j'étais initié à la Wicca et qu'on m'a parlé de sibyllique, on m'a parlé des pratiques de sibyllique en interne, tu fais, mais ça ressemble quand même à certains trucs. Donc il y a une connexion quelque part. Je sais pas où, mais il y a une connexion. Et après, pour remonter l'information, c'est un peu compliqué. Ouais. Ah, c'est incroyable, waouh! Mais c'est voilà, et donc sibyllique, elle est un peu mal vue dans le milieu anglais, mais pour moi, je la kiffe parce que en fait, tout ce qu'elle dit est vrai, en tout cas des bases. En tout cas, il y a des liens potentiellement véritables. Donc voilà, dès le départ de la Wicca, dès le départ du New Forest Coven, il y avait 2 coven, donc 2 traditions différentes qui fonctionnaient sur l'initiation et la descendance et machin, mais 2 traditions différentes. Et ça, c'est intéressant. Ça montre que déjà, dès le départ de la Wicca ou de la sorcellerie anglaise, la BTW, British Traditional Witchcraft, ou BTW, British Tradition Wicca, ça dépend de la branche, la traduction qu'on veut choisir, ou bien, comme je dis, tout simplement, moi, les sorcelleries traditionnelles, dans ce sens large, en fait, dès l'origine, il y a une pluralité, il y a pas qu'une seule tradition, il n'y a pas qu'une seule pensée. Et il y a une 3e tradition un peu plus tardif, de la même époque de Garner, c'est la Cochrane Family, enfin la Cochrane tradition, pardon. Ah oui, oui. De Robert Cochrane, c'est le clan de Tubal Cain, qui était pas du tout wiccan. C'est même Robert Cochrane qui a inventé le mot Gardnerian. C'est lui qui l'a inventé pour se moquer des sorcières de Gardner. Ah, sympa. C'est rigolo parce que en cours de théologie, j'ai appris que par exemple protestant vient aussi des insultes des catholiques qui traitaient les luthériens comme protestants. Oui, ceux qui protestent. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant, quoi. C'est les calvinistes, c'est pareil, c'était pour se moquer d'eux, tu vois. C'est rigolo, c'est un truc qui se répète dans l'histoire, même en Wicca. Donc les Gardnerians, en fait, c'était une insulte. C'est Cochrane qui l'utilisait dans un magazine qui s'appelait Pentagramme. Et en gros, pour se moquer d'eux, vous, les Gardnerians, sous-entendu, vous, ceux qui suivent les croyances de Gerald Gardner. Mais voilà, il y a aussi le clan de Tubal Cain qui était très actif, et même Doreen Valiente, quand elle s'est séparée de Gardner, ça on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents, mais quand elle s'est séparée de Gerald Gardner, elle est allée rejoindre le coven de Cochrane. Et sibyllique, en fait, elle a été très publique en Angleterre, et à force, je pense à force d'être raillée et d'être accusée à tort. Elle avait un coven donc ensuite dans le Hampshire. Merci. Elle avait son coven là. Il y a eu beaucoup de tensions déjà entre les sorcières publiques, celles qui n'étaient pas publiques, qui vraiment créé même le problème. Elle qui était très publique à la télé. Ah oui, elle s'en est super bien sortie. Elle avait une émission sur BBC et tout. Voilà, c'était vraiment. Franchement, elle était bien. The Queen, c'est ça. Vraiment à fond. Et ensuite, à cause de tout ça, et c'est vraiment la cause principale, elle a décidé d'immigrer aux États-Unis. Parce qu'il y a eu trop de pression, trop de gens, trop d'aide, et elle est partie aux États-Unis. Elle a pratiqué pendant quelques années. Et ensuite, elle a eu un coven, elle a eu une descendance. Il y a une tradition qui descend d'elle aux États-Unis, qui a de Pentagraph, je crois, c'est tradition. Et voilà. Et puis après, elle s'est mise à la retraite, sorcière. Et voilà. Mais voilà, il y a dès le départ de la Wicca à l'origine, dans le noyau de Gerald Gardner, il y a au départ plusieurs traditions qui ont existé en même temps.
Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pas monolithe comme certains pensent que c'est un seul bloc et après il y a eu plein de trucs. Non, c'est déjà dès le départ, il y a eu plein de petits trucs. Et ça a popé à partir de 50, la fin du Witchcraft. Donc Alors c'est assez. du coup, est-ce que ça avait commencé justement quand même beaucoup avant, mais c'était pas public à cause du Witchcraft Act, même au niveau des années 40? Ou est-ce qu'on sait vraiment que c'est plus la décennie 50 C'est la grande question. Ça, honnêtement, on sait que le Brickatwood Coven ont existé au minimum 10 ans, je crois, avant l'arrivée de Garner. Au minimum. Ok. Ouais. Ça, on le sait. On sait que à la moitié du 19e siècle, avec les écrits de Leland, les écrits de Margaret Murray, un peu plus tardifs, il y a des groupes sorcières qui se sont dit, des groupes, des personnes, des bourgeois ou pas, qui se dit bah tiens, on va tester des trucs, on va voir, ah bah tiens, il dit qu'on va faire ça, bah je vais faire pareil. Il y a aussi eu des groupes, ou en tout cas des dissidents dans les groupes francs-maçons aussi. Il faut pas oublier, la franc-maçonnerie était actif. Des personnes dans la Golden Dawn qui aussi, donc ça c'est un peu plus tardif, mais c'est avant Garner, qui ont décidé de se séparer, de faire autre chose. Ça a existé, ça a existé. Après, est-ce qu'on peut parler de tradition? Alors là, on parle de Wicca. Est-ce qu'on peut parler de tradition Wicca avant Garner? Moi, je mets des doutes. Dans le sens où il y avait un noyau de pratique, en effet, une initiation, un rite initiatique, qui est, alors d'après ce qu'on m'a dit, c'est le même que l'époque de Garner, enfin de son initiation. Donc il y a un noyau de pratique, ça ouais. Mais à côté, je pense qu'il y avait beaucoup d'expérimentation et on va le retrouver dans les premières générations de la Wicca. Dans les premières générations de la Wicca, Garner disait vous recopiez, en parlant du livre d'ombre, vous recopiez ce qui vous intéresse et vous laissez ce qui ne vous intéresse pas. Mais donc on est loin du corps sacré. C'est ça. Il y avait les initiations qui devaient pas changer, même s'il disait on pouvait ajouter des trucs mais rien enlever. Et c'est resté en Wicca traditionnel. On peut dans le livre des ombres ajouter des choses, mais rien enlever. Mais au départ, c'était tu copies ce que tu as envie, mais en gros, tu es au premier degré. Par contre, au troisième degré, enfin, à l'époque, les degrés et tout, mais en gros, dès le moment où tu tiens Coven, de base, tu vas dire attends, je vais tout écrire, même si ça te fait chier, je vais tout écrire parce qu'il faut que je garde toutes les informations possibles et imaginables. C'est la base. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes originels. En Wicca, on parle des livres des ombres, pas du livre des ombres, avec de base les origines, avec le texte dit A, B, C, D. On va retrouver le premier livre des ombres, ensuite le second, qui a été réécrit par Garner parce qu'il avait perdu le premier qui a été retrouvé dans les années 70-80 après la vente de meubles du musée de la sorcellerie. En fait, le livre des ombres était tombé derrière un meuble. Mais, super. Donc Garner a tout recopié. Il s'avère que finalement il a recopié de tête, mais franchement mémoriser le livre des ombres, c'est trop fort. Bon après c'était pas beaucoup de pages, mais quand même. Donc il a recopié. Il y a une version qu'il a offert à Doran Valiente lors de son initiation. Voilà, on a plusieurs textes originels parce que une elle a été perdue, il a recopié, une autre il a offert à Doran Valiente qui elle a continué, elle a continué à écrire, après elle est partie, elle a continué à ajouter d'autres choses. Et on a aussi la toute dernière version parce que J.R. Garner avait cette habitude d'offrir des cadeaux à ses initiés lors de l'initiation. Donc soit c'était des bijoux qu'il fabriquait, parce qu'il fabriquait des bijoux, soit c'était par exemple son livre des ombres ou son atamé, enfin il offrait toujours des cadeaux comme ça et c'est resté un petit peu en Wicca d'offrir des cadeaux personnels comme ça, très personnalisés en tout cas, genre des objets qui nous appartenaient qu'on l'offre parce qu'on dit ça va transmettre et de génération en génération les objets vont se transmettre. Donc voilà, il y a cette idée, mais c'est vrai que dans la base de la Wicca, est-ce que la Wicca avec un W majuscule a existé avant Garner? Personnellement, je dirais non. Mais est-ce que l'initiation et les rites utilisés en Wicca ont existé avant Garner? Personnellement, je dirais oui. Oui. L'identité de la Wicca, c'est Garner qui l'a mis après, dessus. c'est la codification précise, à un instant T, une manière de faire, de texte, etc. Quoi. C'est ça, le corps, le kindred, tout ça, ça a été ajouté tardivement. Enfin,
à la suite. Parce que, à force d'avoir des grandes prêtresses, il a vu que des rites partaient en couille à un moment donné. Les initiés, les descendants ont vu qu'ils n'avaient pas des livraisons pour complets. Ils se sont dit, attends, il faut quand même donner des règles pour quand même conserver une cohérence. Sachant qu'en plus, au début de Garner, les traditions se mélangeaient. Une personne qui était initiée, je sais pas, moi j'invente une tradition gaélique ou que sais-je, parce que sa grand-mère l'a initié, il intègre le Wicca, donc il reçoit son initiation, je suis content, j'ai mon initiation, et il passe 2e degré ou 3e degré, il a son coven et il intègre dans sa Wicca les informations qu'il a appris. Donc en gros, on avait une sorte de métissage. Mais au lieu dans le livre des ombres de dire ça c'est un ajout de moi, de telle branche ou autre, c'était en mode mélangé dedans. C'est pour ça qu'avec le temps, le Kindred, donc ça c'est plutôt la branche américaine, qui a pas mal codifié plein de choses, dont l'idée du Kindred, en gros un livre séparé où on met tous les ajouts, pour éviter d'être mélangé avec la base de la lignée. Intéressant, c'est une dimension patrimoniale en fait, de fou. qui est assez forte, quoi. C'est ça, c'est en gros le Coran, les hadiths séparés. C'est vraiment, c'est vraiment chez les chrétiens, on a les anciens, le truc officiel, les canons et les évangiles pas trop officiels. T'as les apocryphes là. Là, les apocryphes. Mais bon, l'idée là, c'est que vraiment, au départ, en gros, ce qu'il y a à retenir de cette partie-là de l'histoire, c'est qu'au départ de la Wicca, il y avait plusieurs traditions, branches de sorcellerie qui se côtoyaient et qui s'entremêlaient. Et ça, c'est hyper intéressant de voir quand Doran Valiente, surtout en plus elle a fait plusieurs traditions, parce qu'elle cherchait finalement une pratique originelle. C'était son but. Et finalement, à la fin, elle a compilé des trucs et elle a mis en place des choses qui est de la Wicca, dans le sens où à la fin c'est même, je dirais peut-être ces mots, mais en tout cas elle a clairement fait comprendre que beaucoup de traditions qui sont nées après 51 descendent de la Wicca ou de la Wicca-like, genre oui, ils ont vu, ils ont entendu et ils ont copié. Et il y a très peu de traditions qui étaient en dehors de la Wicca, dont Cochrane, Sibyllic, il y a plusieurs traditions qu'elle a explorées. Il y avait aussi le coven d'Anto ou d'Ato. C'est un coven pareil qui est assez rigolo parce qu'ils vénèrent une tête. Le dieu, leur dieu, c'est une tête. Et voilà. Et elle a été, en tout cas, elle a pratiqué. Et pareil, c'est apparu plus tardivement. Je vais envoyer sur le chat si ça vous intéresse pour l'histoire de Anto, mais les articles sur la pierre sorcière sur le coven d'Anto, parce que c'est hyper, enfin Atto pardon, parce que c'est hyper intéressant, je trouve, cette tradition. Mais c'est voilà, il n'y a pas eu qu'une seule tradition dans le. Il n'y a pas une seule tradition dans le monde de la sorcellerie de l'époque de Garner, quoi. Faut vraiment pas imaginer un truc monolithe, un truc bloqué avec une seule idée. Tous étaient plus ou moins inspirés par ce qui était autour, quoi. L'histoire de la Wicca est très importante pour comprendre la Wicca. C'est la base. C'est comment comprendre les chrétiens si on ne connaît pas l'histoire des premiers chrétiens. Enfin, c'est la logique. Complètement. Donc, voilà. Donc, nous avons vu la première partie que finalement, l'environnement de la Wicca, en tout cas New Forest, était vraiment. Il y avait plein de traditions qui sont nées autour de l'époque de Garner. Et un truc qui est aussi hyper marrant, c'est que à cette époque, il y avait une loi, une règle qui se disait entre sorciers, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorciers, je pense, qui était que si on était un sorcier initié, reconnu, ou en tout cas reconnu par la communauté, on pouvait avoir accès au livre des ombres. Donc il y a combien de personnes non initiées qui ont eu accès au livre des ombres de Garner? Un tas. D'où les branches futures de traditions Wicca-like qui se sont... Enfin, Wicca-like, ça veut dire qui ressemblent à la Wicca. Wicca, qui ressemblent à la Wicca, qui sont créées plus tard, sans lien direct avec Garner, mais avec des rites très, très semblables. Au-delà du fait que Garner était un personnage très, très public aussi. Ce qui a créé sa première séparation avec son premier coven, le New Forest Coven. Parce que dès 51, fin du Witchcraft Act,
qu'est-ce qui se passe? Gardner écrit Witchcraft Today en 54. Il avait écrit un petit roman avant, mais on va pas le compter. Et il écrit Witchcraft Today. Donc sorcellerie aujourd'hui, je crois il a été traduit comme ça en français. Attends. Oui, c'est sorcellerie aujourd'hui. Il n'y a pas le D de Oui, voilà, c'est ça. sorcellerie aujourd'hui. Et dans ce livre, il dit, bah voilà, les sorcières existent, je fais partie d'un groupe de sorcières, et on fait ça, et on fait ça, et on fait ça, et on fait ça. Mais ce qui est intéressant, parce que là, je suis en train de rouvrir aussi en parallèle justement les deux bouquins, Le culte des sorcières et Sorcellerie aujourd'hui, c'est qu'en même temps, il alterne entre le je dis ça, je parle aussi de notre sorcière, mais en même temps, là, ça, je peux pas en dire plus. Oui. Oui. Donc, c'est. Ouais. Et il dit des fois des moitiés de choses, et sur d'autres choses, il est beaucoup plus clair. Enfin, c'est assez. C'est assez parce intéressant. qu'il a été censuré par son coven. J'ai tombé il y a quelques temps, alors j'étais en mode wouhou, voilà, on m'a donné les rushs, façon de parler, de son Witchcraft Today. Donc Non. les notes, Non. pas, enfin c'était des retranscriptions, hein, c'est pas les papiers réels, mais Oui. c'était des Mais quand retranscriptions. même, c'est incroyable. Mais c'était génial parce qu'on voyait en gros ce qu'il voulait parler et il y avait des notes à côté, n'est pas intégré dans Witchcraft Today et il y avait un autre titre. Je ne me rappelle plus du titre, mais il y avait un autre titre à l'origine. Et en fait, on voit par les notes le Coven qui dit ah non tu publies pas ça, ah non tu publies pas ça. On voit vraiment qu'il y avait une sorte de censure du Coven en mode bon on t'autorise à écrire, on t'a autorisé un roman, on va t'autoriser un petit livre, mais par contre on va garder un œil dessus quoi. Et c'est là à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup j'allais dire de censure, mais c'est pas vraiment de censure, c'est juste le secret quoi. Ça t'en Oui, c'est parle ça. pas, ça t'en parle pas. C'est à partir de là qu'ils ont codifié le Oathbound, c'est ça? Non, ça existait avant. Ça c'était existait déjà avant. avant. Il était même un peu extrême dans le sens où, bah, en fait, t'avais même pas le droit de parler du groupe. T'avais même pas le droit. Et en fait, c'est pour ça qu'il participait à ce théâtre rosicrucien. C'était pour recruter, mais il recrutait pas direct. C'était au Oui, bout bah de, ouais, une personne qui vient souvent. Il disait bon, voilà, il voyait sa confiance et il intégrait. Il fallait pas en parler en public. Que ça soit Dafoe ou Old Dorothy, enfin surtout Old Dorothy, c'était vraiment une grenouille de bénitier, donc il fallait faire bonne figure. Donc voilà, en 54, il y a eu Witchcraft Today, et donc il y a eu les petites censures hein, que tu dis. Le culte des sorcières, c'est un livre qui existe en français, qui n'existe pas en anglais. C'est en fait une compilation des articles que Gardner a publiés par-ci par-là, qui est plus ou moins tardif, Par il me semble. thématique. Voilà, c'est un peu plus tardif. C'est intéressant. Et il y a le deuxième livre, c'est The Meaning of Witchcraft, qui a été traduit Sorcellerie, tome 1 et tome 2. Donc c'est par exemple deux tomes. Donc The Meaning of Witchcraft, il a été publié en 59. Et c'est là vraiment où, voilà, là il y a moins de censure. Il ajoute plus d'infos. Et c'est Witchcraft Today qui a permis à Gerald Gardner de faire connaître la Wicca. Il a reçu beaucoup de lettres. Sa republication en version anglaise américaine aussi, ça a eu un gros succès. C'est vraiment l'édition américaine a boosté hein, le truc, mais c'est sa publication qui a fait que ça a révolutionné la sorcellerie locale. Enfin, faut dire ce qui est. Hein. C'est pas n'importe quel livre, quoi. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant, je trouve. Et c'est à partir de là que Gardner devient très, très, très public. Et c'est là que The New Forest a dit, OK, nous, ça nous intéresse pas. Donc, vas-y, crée ton propre coven. Et barre-toi. Et voilà, et barre-toi. Donc c'est là qu'il initie sa femme, Gerald Gardner, parce que sa femme a été Wicca, mais c'était plutôt une aide qu'une vraie croyante. C'est la femme qui dit bon allez, mais initie-moi, je serai ta grande prêtresse jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un d'autre quoi. Donc ça arrive souvent dans le craft, ça. Et donc voilà, et donc il a eu son coven, il a eu ses premières grandes prêtresses, et c'est là que ça a vraiment démarré la Wicca. Donc c'est vraiment je dirais le début de ce qu'on peut maintenant appeler la Wicca.
Et c'est la période post-industrielle, pré-guerre. Je veux dire, les gens en ont marre de bouffer du charbon et des bombes. Ben, en fait, on veut essayer de revenir à l'instinct primaire des religions avant, avec l'imagerie d'une religion de paix, la nature, les animaux, tout ça, tout ça. Donc on touche ça, hein, on touche tout ça. Hein. Donc voilà, et donc voilà, il initia les premières grandes prêtresses, surtout une qui est peu connue en France, qui est Dionis. C'est sa première grande prêtresse. Et puis il y en a eu d'autres, hein, Eleanor Bones, Patricia Crawford, paix à son âme, qui est mort il y a pas longtemps, qui a eu son enterrement hier. Doreen Valiente, qu'on en a parlé, hein, celle qui a écrit, on va lui attribuer la charge de la déesse, celle qui a la légende dit qu'elle a épuré le texte du livre des ombres. Ben finalement, en fait, avec le temps, on s'avère peut-être elle n'a pas eu un aussi gros impact sur le livre des ombres qu'on pense. Il en parle de la charge dans Sorcellerie Today. Oui, parce que la charge existait avant. Elle a mis en prose, enfin en rime. Elle a épuré elle a épuré le livre des ombres du côté crowleyien, comme elle disait. Crowleyien. En gros, à Aleister Crowley. On en parle de ça aussi. Voilà, elle a un peu nettoyé, mais il s'avère qu'on pense que c'est plutôt une accumulation des différentes grandes prêtresses, des différents rencontres de Gardner aussi. Il n'y a pas que les prêtresses qui ont bougé le livre des ombres à Gardner lui-même, les lectures qu'il faisait, voilà, il lisait un truc sur les sorcières faisaient ça, ok, je vais le mettre dans le livre des ombres. Il y avait plein de choses qui a fait que le livre des ombres a été composé comme ça. Et puis les lois, je crois que j'en avais déjà parlé, mais Garner étant trop public, ça a même agacé son propre coven, quoi. Ça avait agacé Doreen Valiente, et c'est pour ça qu'ils se sont séparés, parce que voilà, Doreen Valiente a dit putain, mais enfin calme-toi, quoi, parce que il a balancé carrément, il disait la veille ça c'est secret, faut pas le dire, le lendemain à la BBC voilà le truc secret des sorciers, et balançait un truc que 30 secondes il disait c'était secret, et Doreen Valiente en a eu marre, il y a eu une séparation assez douloureuse, et donc Gérald Garner, voilà, il a continué. Il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses le livre des ombres s'est adapté. Et dans cette séparation, il y a eu les fameuses lois, puisque Gérald Garner va à la BBC, revient, Doreen Valiente, le Coven dit bah voilà, on a fait des lois parce qu'on en a marre de ça, et comme ça on évite ce genre de problème. Garner, il fait c'est intéressant, je sais qu'il y avait des lois sorcières, je les ai vues quelque part, je vais vous les ressortir. Donc le lendemain, il revient avec 5 ou 6 feuilles, enfin plusieurs feuilles de lois, et il dit bah voilà, ça c'est les lois anciennes, donc on va suivre ces lois-là. Et voilà. Et donc attends, mais il l'a pondu du coup, ou il a vraiment... Parce que là, c'est la grande question. Ça fait Robert Smith avec... Ouais, ça fait Robert Smith avec les Mormons, genre tablette magique dans le chapeau. Bah ouais, c'est ça. Quoi. Et ça, c'est la grande question, parce que de base, à l'époque, ça crée le conflit avec Doreen Valiente. C'est que Valiente a dit non, mais t'as écrit tout ça et ciao, quoi. Enfin, c'est une des raisons. Mais certains Wiccans se sont amusés à décortiquer le truc, Wiccans traditionnalistes, et il s'avère qu'en fait, en effet, c'est des passages de plusieurs livres de l'époque de Garner, de plusieurs recherches de l'époque, et en fait, qu'il les avait accumulés. Donc la question, c'est est-ce qu'il les a accumulés dans la nuit, ou est-ce qu'il les a pré-fait avant? Et ça, c'était un problème de Garner, c'est qu'il écrivait beaucoup. Alors je me retrouve, il est Gémeaux, voilà. Je me retrouve un petit peu avec ça, parce qu'il écrivait beaucoup, il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup, mais il ne marquait jamais ses sources. Donc va trouver les sources. Ouais. Et il avait des papiers qui partaient dans tous les sens, des cahiers qui partaient dans tous les sens. Donc il disait oui, je me rappelle, j'avais lu un truc, et il ressortait le truc. Et ça, c'est un fait. Je veux dire, il n'écrivait pas. Enfin, en tout cas, aucune grande prêtresse l'a vu écrire un truc la veille pour le lendemain. C'est souvent il cherchait. Même il lui demandait à pas mal de fois. Oui, il y a un bouquin, enfin un petit carnet, il est de telle couleur. Aide-moi à le retrouver. Et dedans, il y avait les informations qu'il cherchait. Donc, il compilait pas mal, quoi. Voilà, c'était son truc. Il faisait que ça.
Mais parce qu'en même temps, ça pourrait ressembler aussi au fait que tu génères ton mouvement religieux, etc. Tu te retrouves de plus en plus confronté à des problématiques qui sont pas forcément pensées à la base, donc tu construis autour de ça pour commencer à mettre des garde-fous aussi. Enfin, les deux font sens, quoi, finalement. Bah, c'est dans toutes les traditions et dans toutes les religions. Enfin, j'ai dit, premier cours de théologie, c'est ce qu'on a un peu découvert. Hein. L'histoire des premiers chrétiens, l'histoire du début de l'islam, le judaïsme rabbinique, c'est le même principe. Hein. C'est au départ, on part d'une idée d'hippie, hein, genre de idéo, peace and love, et puis oh putain, ça part un peu en couille, donc on va mettre des lois, hein, on va mettre des règles. Mais les gens écoutent pas ces règles. Donc oui, Dieu m'a dit que où on a découvert un obscur texte souvenir de Jésus ou l'obscure lettre de Paul qui dit que, et à partir de là on met des règles, des lois qui permettent d'éviter. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc voilà, là c'est la branche gardnérienne qui a donné naissance à la branche alexandrienne et tout ça en Angleterre. Donc on est vraiment encore en Angleterre, hein. C'est assez particulier et ça c'est intéressant parce que dès les descendants de Gardner, il y a eu j'allais dire des conflits, c'est pas vraiment des conflits, mais il y a eu des divisions, il y a eu des histoires d'espionnage, d'espions allemands, de machin, enfin bref, c'était un bordel, les espionnages internes aussi, genre tel Coven avait envoyé une belle nana pour se faire initier, il y avait Gardner, en fait le truc qui était marrant c'est que Gardner faisait ses trucs et les gens autour essayaient d'intégrer son Coven pour piquer des choses. C'est vraiment pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague. Il y a des histoires de ouf de personnes dont l'histoire d'Alexander, ce n'est pas que, mais de Coven qui envoyaient souvent des belles filles pour se faire initier, pour revenir avec le livre des ombres. Et pour sortir en disant non mais moi nous pratiquons une sorcellerie très ancienne et ils prenaient en fait la base de la structure de Gerald Garner en fait. Donc ce qui était assez rigolo et ce qui a donné aussi une sorte d'orage, j'allais dire, de validité, donc plutôt de normes. Par exemple, le cercle, les gardiens, ça c'est pas secret donc je peux en parler, mais le cercle, les gardiens, un dieu et une déesse, tout ça c'est une norme, mais c'est une norme qui garde rien à la base. C'est le Coven d'Ato, c'était le dieu cornu. Si on suit la sorcellerie traditionnelle d'Angleterre, il n'y a pas de déesse. La déesse c'est allemand. C'est intéressant ça. C'est germanique en fait, le culte des sorcières lié à une déesse, c'est plutôt germanique ou plutôt Nord-Italie aussi. C'est pas anglais quoi. On va avoir des trucs comme ça. Donc il y a une communauté qui s'est créée en se greffant sur les savoirs et les connaissances de Gerald Garner et de la Wicca. Donc je trouve ça assez intéressant de voir comment des normes qui sont normalement des normes d'une sorte de métissage entre le druidisme, la franc-maçonnerie, parce que c'est un peu ça, et Margaret Murray avec du Leland qui a donné la Wicca moderne, enfin la Wicca de Garner, qui est devenue après une norme officielle de ce qui est la tradition sorcière anglaise. C'est ça. Alors que en fait, si on décortique et qu'on reprend chacun des points de la tradition, en fait c'est pas les sorcières en Angleterre au 15e siècle, elles faisaient pas des cercles avec des gardiens. Enfin à un moment donné il faut remettre l'église au milieu du village. On sent l'influence de la magie cérémonielle. C'est ça. Et sachant que c'est assez rigolo de voir ça et de ce que c'est devenu une norme. C'est devenu une norme quoi. Mais justement ce qui est intéressant c'est que là donc du coup parce que nous on écoute religieusement. Ah ouais, mais c'est que là on a parlé d'historique, mais finalement, qu'est-ce que c'est la Wicca en termes de pratique? Que je peux trahir les secrets. Non, évidemment, il y a justement la question du secret, elle est intéressante aussi. Qu'est-ce qui est secret? Pourquoi le secret? Ça aussi, ce serait un truc à dire. En tout cas, moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'on dirait quand même que c'est une construction qui mêle finalement magie cérémonielle avec du paganisme, quoi.
Et c'est en ça que c'est intéressant aussi et que c'est nouveau pour l'époque, hein, j'entends. La Wicca, c'est un patchwork. C'est un C'est ça, patchwork oui. de Gerald Garner. C'est, enfin, la question sur. Alors, ça, c'est vraiment un truc qui m'obsède. Qu'est-ce que pratiquait le Coven de Dafoe et de Old Dorothy? Qu'est-ce que pratiquait le Breakatwood, le New Forest Coven? Ça, c'est un truc qui m'obsède. Parce que est-ce qu'ils pratiquaient déjà un mélange de magie cérémonielle et de paganisme? Ou est-ce qu'ils étaient, comme certains groupes sorcières, des reconstructionnistes, qui se basaient essentiellement sur les documents de Margaret Murray, par exemple, ou de Leland? Il y a des chances. Est-ce que, voilà, il y avait une initiation et elle ressemblait beaucoup à l'initiation qu'on reçoit en Wicca. Ça, c'est Doreen Valiente qui en parle. On sait que l'initiation est quasi la même. Donc, quand on observe l'initiation Wicca, quand on la vit, je peux pas la dire, mais quand on la vit, on peut en lire quelque chose. Il y a des choses qui peuvent ressembler à la franc-maçonnerie. Il y a des choses qui peuvent ressembler à certaines pratiques, des questions, genre les questions de sorcières qu'on les piquait pendant qu'on les torturait, de l'imagerie des sabbats. Il y a pas mal de trucs qui se mélangent. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, la Wicca, donc déjà, enfin, je reprends ta question sur qu'est-ce que la pratique comment la Wicca se pratique. En fait, c'est littéralement ce que tu disais. C'est un mélange de magie cérémonielle avec beaucoup de paganisme. La magie cérémoniale reste qu'un accent. C'est pas de la Golden Dawn avec du paganisme, parce que Aleister Crowley a créé une branche de l'OTO qui était centrée sur une forme de paganisme, mais c'est très centré haute magie. On a une tradition sorcière qui s'appelle l'Isiane tradition. La tradition Isiane, c'est une tradition texane, donc du Texas, etc. C'est de la haute magie de ouf avec un peu de paganisme. C'est c'est aucun rapport avec la Wicca, mais en gros, ceux qui ont fondé cette tradition, la femme venait de France et pratiquait une sorcellerie locale, un peu païenne, un peu magie des campagnes, et son mari était de l'OTO, donc ensemble ils ont créé un truc qui fonctionnait aux deux. Et donc voilà, mais la Wicca de Garner, c'est un peu un accent de haute magie, le cercle, les invocations. Clairement, vous tracez votre cercle, vous invoquez les gardiens, c'est de la haute magie. Enfin, c'est la structure de la haute magie, plutôt. Et derrière, il y a beaucoup de paganisme. Beaucoup d'une expérimentation, puisque l'idée de la Wicca, c'est qu'on va rencontrer la déesse et le dieu. C'est du mysticisme. Hein. On va chercher la déesse et le dieu, donc d'une spiritualité, par nous. Donc par nos actes, on va chercher la déesse et le dieu et on va vivre l'expérience de la déesse et du dieu, le mysticisme. Donc on en parlait en plus ce midi, Léna. On va vivre cette expérience du divin qui ne peut pas se vivre par l'intellect. C'est vraiment une expérience particulière et on essaye, c'est pas qu'on va l'avoir, hein, c'est qu'on essaye. Et chaque cercle, chaque rituel, chaque chose est d'essayer de se rapprocher de cet état-là. Et donc, c'est un chemin. J'aime bien dire que le path, en anglais, ils utilisent beaucoup le path. Et je trouve ça beau parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé, par exemple, dans l'islam ou dans le christianisme pour parler de la religion. C'est le chemin vers Dieu. C'est le chemin qui mène vers cet être-là. En Wicca, c'est pareil. C'est le chemin. Donc voilà. Et donc, ça mêle un petit peu de ça. Et après, chaque coven va prendre un prisme de cela. Certains covens vont être très, très, très cérémoniels. Parce qu'ils vont penser que c'est le seul moyen, et pour eux, c'est le seul moyen d'atteindre cet état-là. Il y en a qui vont être plutôt très artistiques, très dans l'expérimentation, dans ce que nous on appelle l'extase de la déesse. C'est le moment mystique où c'est le moment où on verra la déesse. Donc c'est vraiment le nirvana, si on veut dire, si on donne une comparaison. Donc notre extase, il y en a qui vont penser que cette extase peut s'acquérir par l'expérimentation plutôt de chanter, danser, voilà.
Il y en a qui vont jongler sur les deux. Voilà, c'est le point central de la Wicca, c'est ça, au niveau de la pratique. Et parallèlement, on pratique la magie. On jette des sorts. Alors, beaucoup de branches Wiccans européens ont un peu abandonné la magie, dans le sens où ça devient un truc plutôt psychologique que de vraie magie. Aux États-Unis, c'est resté. Ma branche, on est clairement en mode la magie existe, c'est un muscle, il faut la pratiquer. Donc à chaque coven, on pratique de la magie. La magie la plus simple est souvent la meilleure, hein. C'est pas compliqué. Mais la magie fait partie du truc, on pratique tout le temps la magie. Et donc, il y a cette magie qui est finalement un cadeau que les dieux nous donnent pour améliorer notre vie terrestre, parce que, bon, quand même, il faut dire, c'est un peu la merde des fois. Et donc, on améliore notre vie terrestre. Et l'idée derrière, c'est qu'en améliorant notre vie terrestre, on peut plus ou moins se focaliser sur notre extase, quoi. Donc, enfin, en tout cas, atteindre l'extase. Ouais, c'est intéressant, ça. Donc, ça, c'est comme... Enfin, en tout cas, je décrirais la pratique Wicca comme ça. Bon. Parce que pour rebondir sur le cercle, parce que je suis retombée sur un passage de Sorcellerie aujourd'hui tout à l'heure, c'est qu'il fait quand même une distinction par rapport à la magie cérémonielle classique. Il dit le cercle, comme je l'ai fait remarquer précédemment, est là pour empêcher le pouvoir de sortir et non, comme les magiciens l'utilisent d'habitude, pour empêcher l'esprit d'entrer. Une sorcière peut se déplace vraiment librement dans et hors cercle quand elle souhaite. Donc il y a finalement aussi quand même une envie de se distinguer dans la manière de faire aussi, même s'il y a des... En tout cas, de ce qu'il dit. Oui, théologiquement, c'est pas vraiment théologiquement, mais magiquement parlant, la haute magie, on trace un cercle pour éviter, pour invoquer des esprits à l'extérieur, souvent dans un triangle, et pour éviter qu'ils nous attaquent, ça nous protège. En Wicca, le cercle sert à deux. Première chose, il sert à nous protéger, hein, malgré tout. Pas contre les mauvais esprits ou autres, mais juste nous protéger magiquement, énergétiquement, parce que quand on jette un sort, on est susceptible de se faire attaquer par des autres sorciers, hein. Mais au-delà de ça, ça sert je prends une métaphore qu'on utilise beaucoup en sorcellerie, de chaudron. C'est notre chaudron où on va mettre toute notre énergie, ce qu'on appelle le pouvoir, notre énergie, et on va l'accumuler comme ça, au lieu de laisser s'éparpiller. Et le cercle, c'est un symbole du temple, des temples anciens, des temples antiques. C'est pour ça qu'on trace le cercle dans beaucoup de traditions, pas qu'en Wicca, avec un atamé ou une épée. Parce que comme les Romains, avant de tracer un temple, ils traçaient les labours, enfin je sais plus comment ils disaient en latin, en gros les limites du temple avec littéralement un métal, un truc en métal qu'on plantait dans la terre et on faisait un vrai trait. C'était magique, c'était mystique. En fait, on retrouve ça dans la Wicca par ce geste-là, de dire on limite le temple. C'est le temple pour le moment. Donc, il n'y a pas de temple physique, mais il y a un temple énergétique, mystique, magique, qui montre, voilà, à ce moment-là, on est hors, on n'est plus dans le monde des humains, on n'est plus dans le monde des moldus, on n'est plus dans le monde des Cohen, comme on dit en Wicca traditionnel, mais on est dans le monde des sorcières, dans le monde de la Wicca, dans le monde des dieux, on est dans le monde, l'entre-monde entre le monde des hommes et le monde des dieux.